Je vous remercie de m'avoir proposé de parler du syndrome des antiphospholipides. On va essentiellement parler des éléments cliniques et du traitement. Donc, vous savez tous maintenant, je pense qu'il y a de nouveaux critères de classification pour le syndrome des antiphospholipides. Il y a une vidéo disponible là-dessus. Ces critères comportent toujours le fait qu'il faut un critère clinique et un critère biologique, avec la biologie antiphospholipide, qu'il faut au moins 3 points de clinique et 3 points de biologie pour pouvoir classer le patient comme ayant un syndrome des antiphospholipides. Et ici, vous avez les éléments principaux de la clinique et vous voyez que certaines choses ne comptent pas pour 3 points, notamment les thromboses avec facteur de risque, que ce soit veineux ou artérielles, qui ne suffisent plus à elles seules, les fausses couches qui disparaissent aussi quasiment puisque ça ne rapporte plus qu'un point, une mort fœtale in utero s'il n'y a pas d'insuffisance placentaire associée, et l'aspect microvasculaire et l'aspect systémique de ce syndrome est maintenant mieux pris en compte puisque les valvulopathies et la thrombopénie sont intégrées dans ces critères de classification. Pour le critère microvasculaire, je les ai détaillés ici, il n'y a pas toujours besoin d'une preuve histologique et quand il y a une preuve histologique, vous pouvez bien sûr retenir le diagnostic de syndrome des antiphospholipides. Alors sur le critère biologique, en fait, maintenant la nouveauté, c'est que les anticorps anticardiolipines ou anti-bêta-2-GP1 uniquement positifs en IgM ne suffisent plus pour parler de syndrome des antiphospholipides. Alors tout ça en fait nous conduit à parler des phénotypes cliniques. Vous avez le phénotype obstétrical avec la pathologie du premier trimestre qui ne compte plus en fait comme du SAPL en soi. Vous avez la pathologie du deuxième voire du troisième trimestre. Vous avez les thromboses veineuses et les thromboses artérielles. Et en fait, les patients ont un phénotype clinique où souvent, un ou une patiente qui a fait un accident vasculaire cérébral va avoir tendance à avoir présenté des convulsions par le passé, à avoir une valvulopathie, un livédo, peut-être une chorée au début de ses symptômes, de la thrombose intrarénale, donc cliniquement de l'hypertension artérielle, un petit peu de protéinurie, une thrombopénie modérée en général, une forte biologie antiphospholipide et c'est des patients qui sont candidats à présenter un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Alors ça c'est le phénotype clinique, mais vous avez aussi des phénotypes biologiques. C'est pas pareil d'avoir un peu d'anticardiolipine que d'avoir 2 anticorps ou encore plus 3 anticorps. Et dans ces anticorps, celui qui est en fait le plus important, c'est l'anticoagulant circulant lupique. Parce que quand vous avez ces 3 anticorps, et notamment l'anticoagulant circulant lupique, l'ACC, votre risque de complications obstétricales ou de thrombose, y compris le syndrome catastrophique des antiphospholipides, est très fortement augmenté. Alors je vais faire quelques points cliniques, je ne vais pas parler de la thrombose veineuse profonde, toute simple, qui n'a pas de particularité très, très notable dans le SAPL, mais je vais donner quelques petits points importants. Tout d'abord, l'atteinte neurologique du SAPL, et à différencier du neurolupus, parfois il y a des confusions. Globalement, vous retenez que le neurolupus, c'est ce tableau global de syndrome cérébral organique avec troubles mnésiques, hallucinations, des tableaux de psychose aiguë. Et à l'inverse, tout ce qui est focal, donc l'accident vasculaire cérébral bien sûr, mais également la comitialité, la chorée, etc. Tout ça, c'est vraiment plus le versant syndrome des antiphospholipides que lupus. Alors justement, à propos de la chorée, il y a déjà pas mal d'années, nous avions rapporté 32 patients qui avaient eu une chorée, et quasiment toujours, c'est des patients qui démarraient leur histoire de la maladie par cette chorée, puis plus tard, qui développaient essentiellement du syndrome des antiphospholipides, souvent sur un versant artériel, avec ce phénotype artériel dont j'ai parlé au début. Donc en fait, il faut retenir que la chorée, ce n'est pas tellement un marqueur de lupus, c'est un marqueur de syndrome des antiphospholipides, de phénotype un peu sévère, et avec un risque de pathologie artérielle par la suite. Ça, c'est pour le neurologique. Alors pour le cœur, il y a jusqu'à 20% des patients qui peuvent avoir une atteinte cardiaque, souvent une valvulopathie et bien sûr de la thrombose. Alors je vais dire un mot sur cette valvulopathie. Elle est souvent asymptomatique, donc c'est découvert sur une échographie systématique. C'est de l'épaississement valvulaire, mais qui peut être suffisamment important pour donner un aspect d'endocardite de Lehmann-Sachs, la classique. Surtout la valve mitrale. Ça aboutit à des insuffisances valvulaires. Et puis, ça peut conduire à des embolies artérielles, à nécessiter un remplacement valvulaire, voire à ce que ça se complique d'une authentique endocardite infectieuse.
Voilà, et quand on fait une histologie, on a des amas plaquettaires, de la fibrose, de la calcification. Alors, là-dessus, on a repris, avec notamment Pauline Orquevaux, les patients qui avaient une endocardite de Lehmann-Sachs sévère, que nous avons définie par le fait qu'elles étaient opérées. Et en fait, on avait fait un appel à observation sur le lupus SAPL et l'endocardite de Lehmann-Sachs. Et en gros, ce qu'on a montré, c'est que tous avaient un syndrome des antiphospholipides, généralement de phénotype sévère, mais ils n'avaient pas du tout systématiquement de lupus. Donc c'est vraiment, là également, comme la Corée, un marqueur de syndrome des antiphospholipides. Que quand on opère ces patients, c'est à très haut risque d'hémorragie, d'accident thromboembolique, notamment de syndrome catastrophique, que les prothèses mécaniques semblent donner de bons résultats. Et le message, c'est que quand vous avez un patient, ça c'est vrai pour les cardiologues, mais également pour les internistes, qui présente une valvulopathie sévère inexpliquée, surtout s'il est jeune, il faut penser à regarder la biologie antiphospholipide. Ça peut être un mode révélateur. Une autre atteinte, c'est l'atteinte rénale. Donc là, vous avez un peu deux tableaux possibles. Le tableau aigu de la microthrombose, la microangiopathie thrombotique au niveau des petits vaisseaux du rein. Donc là, cliniquement, c'est essentiellement de l'hypertension artérielle au premier plan. Et vous avez une forme chronique qui va mimer un peu d'artériosclérose et qui va être diagnostiquée plus souvent sur la biopsie avec des tableaux d'insuffisance rénale très modérée, de protéinurie et là également d'hypertension. Une manifestation qui est très importante à connaître, c'est le patient qui va se présenter avec une altération d'état général, une insuffisance rénale, une thrombopénie. Donc jusque-là, ça va pour du syndrome des antiphospholipides qui ne va pas très bien, mais qui en même temps va avoir une hypotension artérielle alors qu'on attend dans ce contexte d'activation du SAPL à de la thrombose également dans les reins et donc à de l'hypertension. Et donc là, immédiatement, il faut évoquer quelque chose, surtout si le patient a des douleurs abdominales ou des flancs. Et ce qu'on évoque, c'est ce que vous allez voir ici, c'est-à-dire des grosses surrénales, donc un infarctus surrénalien, une thrombose, un infarcissement hémorragique des surrénales ou un hématome des surrénales, tout ça correspondant classiquement à de la thrombose des veines surrénaliennes et à une explosion de votre surrénale. Je vous remets quelques images ici qu'il faut avoir en tête et savoir rechercher, puisque le radiologue peut facilement dire que tout est normal. Et tous ceux qui n'ont pas fait le diagnostic peuvent toujours le faire à l'anatomopathologie de leur patient, qui sinon décédera en l'absence de diagnostic de cette insuffisance surrénalienne. Un autre aspect, c'est la tumeur intracanalaire papillaire mucineuse pancréatique, qui est d'une rareté, mais le syndrome catastrophique peut donner un aspect un peu en chapelet du canal de Wirsung qui mime ces TIPMP. Bon, faut savoir que ça peut être simplement lié au SAPL parce que la prise en charge, bien sûr, va être complètement différente. C'est séquelaire, en fait. Et je vais insister pour finir sur la partie cutanée, puisque nous avons rapporté, y compris avec l'équipe de Lille et de Saint-Antoine en dermatologie, 65 patients qui avaient tous une atteinte cutanée d'un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Donc ça, c'est tous les signes que vous devez connaître et qui doivent vous alerter. Les hémorragies sous-inguinales en flamèche, je vous ai mis plusieurs images, vous en avez d'autres ici. Ça peut être sur un doigt ou deux, ça peut être sur tous les doigts, ça peut être un peu, ça peut être beaucoup, ça peut être en nappe, comme vous voyez ici. Un autre exemple ici, puis parfois il peut y avoir un vaisseau un peu plus gros qui est atteint, comme sur l'index de cette patiente. Tout ça disparaissant ensuite complètement sur une photo qui a été prise quelques mois plus tard. Un signe que nous avons décrit qui est l'ischémie rouge, chaude, douloureuse, typiquement de la main, qui correspond à la microthrombose en biopsie et qui est des patients qui se présentent avec une main rouge comme ici et chaude et douloureuse. Donc ça, un patient qui a un syndrome des antiphospholipides et qui a ça, vous devez impérativement vous dire que c'est en train de s'aggraver et d'évoquer un syndrome catastrophique des antiphospholipides débutants. Ici, c'est une autre image avec à nouveau de la microthrombose. Ou comme ici, la très étendue qui mime presque un aspect de chondrite, mais vous voyez que le lobule étant atteint, ça n'est pas de la chondrite. Quoi qu'il y a peut-être en plus de la chondrite, je ne sais pas. D'autres exemples sur une patiente où il y a une photo qui est un peu tordue, ou là également. Là, c'est d'autres exemples. Il peut y avoir des nécroses des extrémités, comme ici. Vous pouvez avoir des ischémies suspendues, comme ici, ou comme ici, chez une autre patiente. Et tout ça, vous voyez, ça s'en va sans laisser de marque. On voit
un petit peu sur le côté droit de la photo, que c'est en train de s'estomper et tout va disparaître sans séquelles. C'est vraiment très superficiel. Donc, comme ici, cette patiente. Il peut y avoir des aspects livédoïdes, comme ici sur cette extrémité, chez une patiente qui avait aussi un syndrome catastrophique. Des ischémies plus importantes, parfois des extrémités, ou comme ici, un aspect parfois plus chronique. Donc cet aspect rouge chaud douloureux des extrémités qui peut parfois évoluer de façon défavorable, comme chez ce patient. Donc tout ça nous ramène à ce phénotype artériel du syndrome des antiphospholipines, et c'est des patients qui volontiers vont avoir d'autres atteintes, dont certaines listées dans ce phénotype. Alors, il y a autre chose qui est une lésion cutanée du SAPL, qui est beaucoup plus lente et chronique, qui n'est pas du tout quelque chose d'aigu, et qui sont les lésions que vous voyez ici, avec cet aspect, si on appuie très, très flasque de ces bulles, comme ici, et c'est de l'anétodermie. Et quand vous avez des lésions d'anétodermie, généralement, les patients ont une biologie ou un syndrome des antiphospholipides. Voilà, ça c'était pour la clinique. Du coup, je vais enchaîner maintenant sur le traitement du syndrome des antiphospholipides. Donc, le traitement, si on voulait résumer en une diapositive, c'est celle-ci. Quand il y a un syndrome des antiphospholipides avec thrombose, le traitement, c'est des AVK. Objectif entre 2 et 3,5, on peut discuter plusieurs heures là-dessus. Si le patient n'a que de la biologie antiphospholipide, donc il n'a pas de syndrome, ou qu'il a un syndrome des antiphospholipides obstétricales, globalement c'est de l'aspirine, et dans les deux cas, une prise en charge particulière des grossesses, ça va faire l'objet de la vidéo suivante. Et bien sûr, des patients qu'on va éduquer sur le tabac, la contraception et la gestion des AVK, d'autant plus que de moins en moins de patients étant sous AVK, c'est quelque chose qui va être de plus en plus méconnu par les médecins, y compris généralistes. Alors, nous avons des recommandations sur la prise en charge du syndrome des antiphospholipides. Donc, tout d'abord, les patients asymptomatiques et qui ont un profil à haut risque, c'est-à-dire qui ont un anticoagulant circulant ou en tout cas au moins 2 anticorps, eh bien, eux, c'est de l'aspirine. Voilà. Par contre, s'ils n'ont qu'un profil à faible risque, donc pas de lupus, vous découvrez une biologie antiphospholipide qui n'est pas méchante, pas de recommandation. À partir du moment où il y a un lupus, dans les deux cas, quel que soit le profil, on met de l'aspirine à dose antiagrégante. Et enfin, une patiente qui a fait un syndrome des antiphospholipides obstétricales, donc qui a déjà eu par exemple une mort fétale, c'est aussi de l'aspirine en dehors des grossesses. Donc c'est ma petite diapositive de tout à l'heure. Alors une fois qu'il y a déjà une thrombose, quel traitement pour la suite? Donc globalement c'est les AVK, l'INR on en a déjà parlé, et le rivaroxaban c'est non. Le seul cas où peut-être qu'éventuellement on peut mettre un anticoagulant oral direct, c'est chez les patients qui n'ont que de la thrombose veineuse, je pense qu'ils n'ont pas d'anticoagulant circulant, et qui ont des difficultés à équilibrer un INR malgré une très bonne adhésion au traitement ou qui ont une contre-indication aux AVK. Voilà, donc c'est vraiment une petite niche. Je pense qu'il faut éviter ce traitement chez les patients qui remplissent ces critères de classification du syndrome des antiphospholipides. Alors, si c'est une thrombose artérielle, on traite très longtemps. Si c'est une thrombose veineuse, non provoquée, pareil, on traite très longtemps. Et puis si par contre, elle a été provoquée, là on retombe dans le traitement de la thrombose dans la population générale, si ça a été provoqué avec un facteur de risque qu'on peut prendre en compte. En tout cas, ça se discute. Voilà, et globalement, si récidive, on a le choix entre augmenter l'INR, ajouter de l'aspirine, passer aux HBPM, voire ajouter de l'hydroxychloroquine, une statine, et surtout éduquer les patients, parce qu'en fait, souvent quand il y a une récidive, c'est que l'INR est trop bas, et là, bien sûr, il faut juste réexpliquer cela aux patients et revoir leur traitement avec eux. Une diapositive sur les anticoagulants oraux directs. Donc, une première étude Blood arrêtée prématurément parce que plus d'accidents artériels dans le bras qui étaient passés au rivaroxaban par rapport à celui qui continuait la warfarine. Une deuxième étude qui a montré la même chose, sauf qu'elle n'a pas été arrêtée prématurément, mais que je vous montre pour cette diapositive-là. Vous voyez que c'est les accidents, le petit encadré, la plus petite courbe est celle des accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez que ça se fait sur 3 ans, que le groupe antivitamine K
en fait, il ne se passe rien. Et le groupe rivaroxaban, ça augmente au fil du temps. Et vous voyez que ce n'est pas parce que pendant 1 an, il ne s'est rien passé qu'il ne va pas se passer quelque chose après. C'est linéaire. Et peut-être que si on fait l'étude pendant 10 ans, ça va continuer à monter. Donc le message est que si vous avez un patient qui est sous AOD depuis 1 an et tout va bien et qui voudrait bien continuer comme ça, je pense que notamment s'il y a un anticoagulant circulant, c'est dangereux de le laisser sous AOD et qu'il faut les passer sous AVK. Bon, sachant que la recherche d'anticoagulants circulants est faussée par les anticoagulants redirects, donc il faut être sûr qu'il y en ait vraiment un, bien sûr. L'automesure des INR par prélèvement capillaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le coag-check, c'est classiquement déconseillé parce qu'en fait, ça peut être faux chez certains patients parce que le réactif est trop sensible aux antiphospholipides, mais il faut le tester. Il y a quelques patients chez qui ça fonctionne. Et dans ce cas-là, ils peuvent utiliser cet appareil. Il faut néanmoins qu'ils revérifient tous les 6 à 12 mois que c'est toujours concordant entre leur test à la maison et le test au laboratoire. Mais sous cette condition, ça peut simplifier les choses. Et je vous remercie.